Bonjour et bienvenue dans cette masterclass qui va être aujourd'hui vraiment sur la notion de rupture, cette souffrance qu'il y a autour de ça. Tu ne souffres pas seulement d'une rupture. Et si vraiment tu es honnête avec toi-même, ce n'est pas juste de la tristesse liée à cette séparation. C'est que tu commences à perdre pied. Tu te réveilles fatigué, tu regardes ton téléphone sans raison, et tu te surprends, si tu es honnête avec toi, à attendre quelque chose qui ne viendra peut-être jamais. Et surtout, tu sens que tu n'es plus comme avant. Tu es moins stable, moins clair, moins solide, à fleur de peau peut-être. Et ça commence à faire peur, surtout quand ça prend de l'intensité. Tu souffres de ne plus te reconnaître depuis que quelque chose s'est brisé. Alors ça dépend de la durée de la relation. Donc cette masterclass s'adresse à toi. Si ta relation est terminée, que tu t'effondres. Si la relation est floue et que tu vis dans l'attente. Tu as été quitté, tu comprends pas. Ou tu es celui ou celle qui a quitté et t'assumes pas intérieurement. Parce que quitter ne protège pas forcément de la douleur, c'est parfois difficile et parfois c'est même plus violent pour certaines personnes. Tu peux être celui qui part et qui est pourtant en panique. Tu peux être celui qui décide et de se sentir coupable, instable, perdu. Cette masterclass, elle est pour les deux côtés, pour celui qui subit et pour celui qui n'arrive pas toujours à acter. En revanche, si tu cherches des techniques pour récupérer quelqu'un ou des stratégies pour influencer l'autre ou une méthode pour anesthésier ta douleur, tu vas pas être bien ici. Parce qu'ici, on va comprendre ce qui se passe vraiment. Donc en 30 minutes, tu vas comprendre pourquoi ton système est en alerte, pourquoi tu tournes en rond, pourquoi tu doutes de tout, pourquoi seul, c'est presque impossible de retrouver de la clarté. Et je vais être directe, je ne vais pas t'accabler, mais je ne vais pas non plus minimiser les choses. Tu as ta part de responsabilité et à la fin, tu sauras si tu as besoin de temps seul ou si tu as besoin d'un cadre pour traverser ça sans te perdre. Donc respire, on va mettre de la clarté là-dedans. Et avant d'aller plus loin, je vais me présenter rapidement. Donc moi, je suis Céline Folly, j'accompagne notamment des personnes en rupture et ce depuis des années. J'ai moi-même été victime de quelques ruptures et j'en prends ma responsabilité, des personnes quittées, des personnes qui quittent, des personnes dans le flou. Et s'il y a une chose que j'ai vue encore et encore, c'est que la rupture ne détruit pas les gens. C'est la manière dont ils la traversent qui épuise et qui la rend encore plus douloureuse. Donc mon travail, c'est pas de donner raison ou tort, c'est d'aider à retrouver de la clarté quand c'est vraiment confus. Ce que tu vis en ce moment, c'est pas juste de la tristesse, c'est que tout est désorganisé. Quand une relation s'arrête, tout explose. Ton système ne comprend pas et c'est pas juste une histoire d'amour. Lui, ce qu'il comprend, c'est danger. Et selon qui tu es, ça ne se manifestera pas de la même façon. Il y a celui ou celle qui est quitté et qui va repasser les scènes, qui va, si j'avais pas dit ça, fait ça, tu vas chercher le moment où ça a basculé, tu veux une explication claire, une phrase qui ferme proprement, sauf que ça n'existe pas toujours. Tu alternes entre dignité, supplication intérieure, je mérite mieux, et si j'avais fait autrement. Tu peux être lucide et pourtant incapable de couper. Et puis, il y a celui ou celle qui a quitté, tu pensais que ce serait plus simple, tu pensais que peut-être la décision allait te soulager. À l'intérieur, c'est instable. Culpabilité, doute, peur de regretter, peur d'avoir détruit quelque chose d'important, surtout s'il y a des enfants. Tu peux avoir pris la décision et pour autant ne pas être en paix. Puis il y a ceux qui sont entre deux, dans le flou. La relation, elle n'est pas officiellement terminée, mais elle n'est plus solide, elle n'est pas top. Et tu vis dans l'attente, tu guettes des signes, tu analyses les silences, tu n'es ni dedans ni dehors. Et cette zone grise, elle est souvent même plus épuisante que la rupture elle-même. Dans tous les cas, ce que tu perds, ce n'est pas seulement une personne, c'est un repère, un rythme, une identité à deux, une sécurité émotionnelle et tous les projets que tu avais avec cette personne. Quand ça se casse, ce n'est pas juste la relation qui disparaît, c'est la version de toi qui existait dans cette relation. Et ça, c'est violent. Tu te réveilles le matin et pendant une seconde, tout te paraît normal. Et puis finalement, la réalité revient. Et ton corps peut se contracter ou si tu es au travail, tu fais semblant d'être concentré, mais à l'intérieur, ça tourne, ça bouillonne. Et tu te demandes, est-ce qu'elle pense à moi? Est-ce qu'elle va revenir? Ou alors, est-ce que j'ai tout gâché? Et parfois, tu ne veux même pas t'en veux même pas à la personne, tu veux juste arrêter ce vide. Et ça, c'est important. C'est pour ça que
tu peux te réveiller avec une seconde d'oubli et c'est à chaque fois une nouvelle chute. Tu peux regarder ton téléphone sans raison, tu peux vouloir encore pour la énième fois écrire juste pour clarifier, tu vas analyser des messages vieux de 6 mois. C'est ton système d'attachement qui cherche à rétablir un lien. Et ça, ce qui est horrible, c'est que même si ce lien te faisait souffrir, certains vont me regarder dans les yeux en disant « mais je l'aime ». Même si tu étais mal, même si c'est toi qui es parti. Parce que ton cerveau préfère un lien imparfait à un vide inconnu. Et ce lien crée une habitude émotionnelle. Même si la relation était conflictuelle, même si tu étais insatisfait, même si tu savais que ça ne te convenait pas. Ton système s'était organisé autour de ça, autour de ces messages, autour de ces disputes, autour de ces réconciliations, autour de ce fameux espoir que ça allait changer. Et quand ça s'arrête, c'est pas juste une personne qui disparaît, c'est toute une structure intérieure qui s'effondre. Et ça, on sait bien que le vide, ça fait peur. Alors ton mental, il comble et il s'active, il veut comprendre, il veut résoudre, il veut décider vite, parfois trop vite. Et la rupture crée deux choses en même temps, un manque et une perte d'identité. Tu ne souffres pas simplement de l'autre, tu souffres de ne plus savoir qui tu es dans cette relation. Qui es-tu le matin, alors que tu n'as plus de message? Qui es-tu le week-end, sans ce rôle de compagne ou de compagnon? Qui es-tu sans cette histoire, dans cette solitude? Tout vacille. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils pensent qu'il faut récupérer la relation, mais en fait, ce qu'ils veulent récupérer, c'est la version d'eux-mêmes qui existait dans cette relation et parfois ce confort, pourtant douloureux. Celui ou celle qui était choisi, redevenir celle qui est ou celui qui était aimé, nécessaire, important. Et tant que tu ne comprends pas ça, tu crois que la solution est chez l'autre, alors qu'en fait, tout commence en toi. Et tant que tu crois que ta douleur vient uniquement de l'autre, ou à cause de cette relation, tu vas continuer à chercher des solutions et tu vas tourner en rond. Alors que le travail commence ailleurs. Et je vais te parler de ces pièges qui te maintiennent bloqué. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui, ce n'est pas seulement la rupture, c'est la façon dont tu vas traverser cette rupture. Et il y a 3 pièges majeurs. 3. En tout cas, moi, je mets en avant ces 3 facteurs. Et si tu ne les vois pas, tu vas pouvoir rester bloqué des mois et tu ne vas pas avancer. Le piège numéro 1, c'est chercher la bonne explication. Tu crois que si tu comprends parfaitement pourquoi ça s'est arrêté, ce que l'autre ressent vraiment, ce qui a basculé dans votre relation, qui a tort, qui a raison, tu penses que tu vas être enfin apaisé. Alors tu vas passer en analyse, en suranalyse, tu relis les messages, tu refais les conversations, tu imagines des discussions parfaites. Tu vas même essayer de parlementer avec l'autre en permanence. Mais la vérité, c'est que la compréhension ne guérit pas l'attachement. Et parfois, il n'y a pas de raison. Quelqu'un qui n'aime plus, il n'y a pas de raison rationnelle à ça. Ton problème n'est pas intellectuel, il est émotionnel. Et tant que tu cherches une explication parfaite, tu vas rester accroché à l'autre comme unique solution. Et tu sais ce que ça va donner en réalité ? Ça donne quelqu'un qui ressasse, qui cherche les signes, qui relit les messages, qui analyse toutes les vues Instagram, qui va stalker l'autre, qui va interpréter un délai de réponse, tous les signaux, les signes. Ça donne quelqu'un qui dit « je veux juste comprendre », mais en fait, il veut juste rester connecté parce qu'il a peur d'être seul. Je vois en cabinet des personnes brillantes, rationnelles, capables d'analyser un dossier vraiment complexe au travail, mais incapables d'arrêter d'analyser un message de 3 lignes. Et plus elles analysent et plus elles s'attachent, ou en tout cas elles se croient attachées. C'est juste maintenir le lien. Piège numéro 2, vouloir aller mieux trop vite. Ça, on en voit beaucoup aussi. Celui-là, il est socialement valorisé. Il faut avancer, il faut sortir. Tu vas rencontrer quelqu'un d'autre, les gens qui s'inscrivent tout de suite sur les applis après une rupture. Et tu forces. Tu postes des photos, tu sors, tu séduis. Mais en fait, à l'intérieur, il n'y a rien de réglé. Tu mets du mouvement sur une instabilité et parfois, tu vas prendre des décisions sous pression. Soit tu vas revenir trop vite, soit tu vas couper trop brutalement avec tes nouvelles rencontres, te lancer ailleurs pour ne pas ressentir. Mais une décision prise pour fuir la douleur crée après une douleur encore plus grande. Une rupture ne détruit pas une vie, mais une décision prise dans la panique peut le faire. Et je vois souvent ça. Quelqu'un qui me dit « ça va, je gère, c'est fini, moi, il en faut plus pour... Voilà. Mais qui a déjà repris contact ou coupé, puis recoupé, puis recontacté
Quelqu'un qui installe Tinder la semaine suivante, qui veut prouver qu'il est désiré, et en fait on veut se rassurer, mais en réalité ça ne guérit pas, ça anesthésie. Et l'anesthésie émotionnelle crée des décisions bancales, et c'est surtout qu'à un moment donné, tu as le retour de bâton. Je vois du coup des retours précipités, on réessaye basés juste parce qu'on a peur d'être seul, ou alors des ruptures brutales sous la colère. Et derrière, il y a encore plus de confusion. Piège numéro 3. Vouloir être assuré par la personne qui nous a quittés. Celui-là, c'est le plus dur à entendre parce que tu souffres et inconsciemment, tu attends que la personne qui t'a blessé te rassure, te dise que tout va bien, que tu es le ou la plus belle. Un message, un signe, un tu comptes quand même. Mais si cette personne elle-même confuse ou ambivalente, parce qu'il y en a beaucoup, ou qui est déjà partie, elle peut pas te stabiliser, elle a coupé. Et c'est pas que tu ne comptes plus, c'est qu'elle est passée à autre chose. Et plus tu vas chercher cette rassurance, plus tu vas créer de la dépendance émotionnelle. Alors c'est dur, mais c'est réel. Donc si tu te reconnais sur au moins un de ces pièges, alors tu comprends une chose. C'est pas spécialement un problème de volonté, c'est pas un problème d'intelligence, c'est un problème de cadre. Seul, ton mental va tourner en boucle. Seul, tu vas rationaliser, minimiser ou dramatiser. Mais tu ne structures pas, tu ne te calmes pas, tu ne répares pas. Et sans structure, sans réparation, la rupture devient un terrain mouvant. C'est là que la douleur devient aiguë, surtout pour les gens qui ont ce schéma répétitif de rupture. Je vois des personnes qui me disent, je ne sais pas, je sais que je ne devrais pas appeler, puis elles appellent quand même. Elles promettent de ne plus écrire et à 23h47, elles vont écrire un SMS. Et qu'est-ce qui se passe après? En général, j'ai des gens qui sont honteux, coupables, la sensation d'avoir perdu en dignité. Il y a un peu d'égo et d'orgueil à ce moment-là. Et cette phrase, je ne me reconnais plus. Et ça, c'est la douleur de ce schéma qu'on répète lors de ces ruptures. On perd du contrôle, on panique, il peut y avoir des crises d'angoisse, le corps qui ne suit plus, le travail du coup est impacté, souvent le sommeil est dégradé, les amis qui sont parfois fatigués d'entendre la même histoire et ce moment où la personne me dit j'y arrive plus seule. Et c'est là que je vais être claire avec toi. Tu crois que tu vas t'en sortir en comprenant mieux, en analysant encore et encore, en attendant d'être sûr, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. À un moment, ce n'est plus un sujet de compréhension, c'est un sujet de décision. Pas une décision parfaite, une décision intérieure. Parce que tant que tu ne décides pas d'arrêter, d'avancer, de te réparer, tu restes attaché à une situation qui, elle, t'immobilise. Et c'est ça qui va t'épuiser parce que tu vas avoir un combat à l'intérieur de toi parce que l'être humain est battant. Quand tu es pris dans une rupture, quand ton système est déorganisé, tu ne peux pas t'auto-réguler efficacement. Tu peux avoir toute la bonne volonté du monde, tu vas tourner. Ce que peu de gens voient, c'est le coût invisible d'une rupture mal traversée. On pense que ça va passer avec le temps, mais pendant que ça passe, tu perds beaucoup de choses. Tu perds quoi? Tu perds de l'énergie, tu te réveilles fatigué, même sans avoir rien fait. Tu perds de la concentration, tu relis 3 fois le même mail, tu oublies des choses simples, tu radotes, tu ressasses, tu perds donc de la disponibilité émotionnelle et relationnelle. Les amis te parlent, tu es ailleurs et surtout tu perds de l'estime de toi et de la confiance en soi parce qu'à force de revenir, d'hésiter, d'appeler, tu te juges parce que tu es bien lucide. Et le jugement intérieur est souvent plus violent que la rupture. Et tu perds surtout du temps, des semaines et parfois des mois à attendre un message. Et même des fois, on n'est pas honnête avec soi-même. On pense que c'est réglé, c'est pas réglé. On attend des signes ou pire, on laisse l'autre décider à notre place. Et ce temps-là, personne ne te le rend. Le plus dangereux, ce n'est pas simplement la tristesse, c'est la normalisation de cette instabilité. Surtout quand les gens enchaînent les petites relations. On est dans une société où les codes de l'amour ont changé. Et des relations fluctuantes, un manque parfois d'engagement et tu t'habitues et tu finis par penser que l'amour c'est ça. Alors que l'amour c'est pas ça du tout, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide et accepter que la personne n'est pas la bonne ou que je ne vais pas vers les bonnes personnes. Là on ne parle plus de cette rupture mais on parle de la suivante.
Parce que si tu traverses celle-ci dans la panique, tu renforces quoi? L'idée que l'amour est instable, que tu dois te battre pour être choisi, que tu dois supporter l'ambivalence, tu dois accepter le flou, hein, parce qu'on en a beaucoup de relations un peu floues. Et ce que tu renforces aujourd'hui, tu le rejoueras demain. Souvent, moi ces derniers temps, les clients qui sont arrivés, souvent me disent c'est pas la première fois, c'est toujours le même scénario. Donc là, on parle des relations qui s'enchaînent, mais il y a aussi les ruptures de relations beaucoup plus longues qu'il faut aussi traverser. Et aujourd'hui, je dirais que la question, c'est pas pourquoi il ou elle est parti, mais pourquoi je m'installe dans des relations où je me perds, où je perds mon objectif, mon axe. Et donc, si tu ne te poses pas la question, tu vas continuer à faire ce schéma récurrent, peut-être sous une autre forme, mais toujours avec cette perte à l'intérieur. Et c'est ça qui est important de retenir. Et donc, la vraie question pour celle dont la rupture devient schéma répétitif, c'est est-ce que tu veux juste survivre à cette rupture ou est-ce que tu veux arrêter de revivre ça? Parce que je vais être honnête avec toi, moi aussi j'ai connu des ruptures, j'ai fait preuve de beaucoup de dépendance affective, je ne me suis pas toujours reconnue. Je pensais être solide, je pensais être lucide, je pensais gérer, mais pas du tout. Et pourtant, je l'ai fait, d'attendre des messages, à revenir des conversations, à vouloir comprendre encore et à ressasser pendant des semaines, des mois et à enchaîner les relations. Et à tourner avec la même question dans ma tête, à refaire l'histoire, à pas comprendre, alors que moi je voulais juste aimer et être aimée. À me demander si j'avais trop donné, si j'avais mal posé mes limites ou trop fort, parce que souvent on est dans l'un ou l'autre. Et tu sais, ce qui rend ça compliqué, c'est quand tu as un mental qui tourne vite, quand tu es un peu intense, quand tu veux comprendre précisément. Alors ton intelligence devient un piège. Tu crois avancer, mais en réalité, tu tournes et tu te fais piéger par ta propre intelligence. Et seul, c'est très très dur. Parce que seul, tu es dans ta propre tête et souvent tu as raison avec toi-même, sauf que tu n'avances pas. Tu vas alterner donc avec je dois couper, je dois écrire, je dois patienter, je dois comprendre, c'est fini, oh il me manque. Et à la fin de la journée, tu es complètement épuisé et je pense que tu emmènes ton entourage avec ça. Parce que tu as fait, pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que tu as pensé sans arrêt. La fatigue mentale, c'est intense. Et ça peut durer très longtemps, surtout quand on est seul, qu'on rentre chez soi, qu'on se retrouve seul. Ce que j'ai compris avec le temps, c'est que ce n'était pas une question de force, une question d'intelligence, c'est une question de cadre. Et c'est là qu'on arrive à quelque chose d'important. La vraie question, ce n'est pas est-ce que ça va passer, puisque ça va passer. C'est sûr, ça passe toujours. C'est plus ou moins long, douloureux, mais ça passe toujours. La vraie question, c'est dans quel état tu vas en sortir. Est-ce que tu vas être plus lucide sur toi ou est-ce que tu vas encore une fois t'abîmer? Parce que ça, moi, je me suis beaucoup abîmée. Parce que rester dans cette boucle, ça laisse des traces sur tes croyances sur l'amour, sur tes relations, sur ta confiance, sur ta capacité à aimer. Et ça, c'est évitable. Parce que c'est important à un moment donné de se remettre en axe, de se remettre en mouvement, mais dans la bonne direction. Et qu'est-ce qui remet en axe quand tout ça tourne? Pas une grande décision prise sous pression, pas un ultimatum, pas une réaction. Ce qui remet en axe, c'est d'abord ralentir, paradoxalement. Ralentir avant d'agir, ralentir avant d'écrire, ralentir avant de décider. Prendre cet état rationnel, ce pas de côté. Parce que quand tu es en état de choc émotionnel, toute décision prise dans l'urgence, elle est forcément biaisée puisque l'endroit où tu la prends, c'est de ta souffrance. Donc première chose, on ne décide rien dans la panique. On observe, on stabilise. Deuxième chose, on revient à sa vérité. Reviens à ta vérité, pas à ce que l'autre veut, pas à ce que tes amis pensent, pas à ce que tu devrais faire, mais à ce qui est vrai pour toi, mais dans la vérité objective, pas de tes émotions qui sont complètement bouillonnantes. Est-ce que vraiment cette relation était alignée avec qui tu étais? Est-ce que tu étais respecté? Est-ce que tu te sentais en sécurité, notamment émotionnelle? Est-ce que tu étais choisi clairement ou c'était flou? Pas dans les promesses, mais dans les actes, dans les faits. Parce que la rupture, parfois, elle révèle ce que tu ne voulais pas voir et on n'est pas objectif là-dessus. Parce que tu restes focalisé sur comment récupérer l'autre. Mais tu ne regardes pas si c'était bien pour toi, si c'était juste. Troisième chose, restructure ta pensée. Et c'est là que beaucoup bloquent. Tes amis peuvent t'écouter, ils peuvent te soutenir, mais ils prennent parti. Ou ils minimisent, ou ils vont te pousser vers autre chose, ou ils projettent leur propre histoire. Un cadre, c'est différent.
Un cadre, c'est un espace où tu poses les faits, où tu sépares l'émotion et la réalité, où tu vois ce qui dépend de toi, où tu identifies ce qui est répétitif, où tu prends une décision posée. Pas une décision impulsive, une décision intérieure. Et quand une décision est intérieure, elle est stable. Même si elle fait mal, il faut accepter que les décisions ne sont pas forcément le résultat de ce qu'on voudrait. Des fois, quitter, c'est la meilleure solution, même quand on aime. L'objectif n'est pas d'aller vite, l'objectif est d'arrêter de te perdre. Traverser une rupture ne devrait pas de te désintégrer. Ça peut te faire plutôt grandir, ça peut te repositionner, mais à condition de ne pas rester seul dans la boucle. Alors si tu t'es reconnu dans ce que je viens de décrire, la question n'est pas est-ce que ça va passer, la vraie question, est-ce que tu veux continuer seul dans cette boucle? Ou est-ce que tu veux poser un cadre? Est-ce que tu veux prendre des décisions? Il y a deux situations. Si tu es encore dans le flou, que ta relation n'est peut-être pas totalement terminée, où il y a un flou sur la rupture, tu n'arrives pas à te positionner intérieurement, ton problème n'est pas forcément que la rupture en elle-même, c'est surtout l'absence de clarté dans la relation et dans ce que tu es en train de vivre. Et sans clarté, tu vas continuer à hésiter, à changer d'avis, à revenir en arrière et tu ne vas pas avancer. Le coaching clarté sert à ça. En 1h15, on pose tout. Il y a un plan d'action qui est posé ensuite, derrière. On distingue les faits de ce que tu ressens. On identifie ce qui se répète. Et surtout, tu pars avec quelque chose de concret, une décision. Pas parfaite, mais stable. Et ça change tout, cette clarté. Donc aujourd'hui, je te le propose à 90 € pour ceux qui sont allés jusqu'au bout de cette masterclass. Si tu sens que tu tournes encore, le lien est en dessous. On sépare les faits de la peur. On identifie ce qui est répétitif et après on s'adapte surtout à ta situation. Donc si tu regardes cette masterclass jusqu'ici, c'est que le sujet te concerne vraiment. Et pour les personnes issues de cette masterclass, profitez de cette promotion sur le coaching. C'est un temps pour poser les choses clairement, vérifier où tu en es et prendre une décision stable. Si tu sens qu'il manque encore un appui pour décider, c'est là. Maintenant, si la rupture est vraiment actée et que tu n'arrives pas à reprendre le dessus, que tu tournes en rond et surtout tu commences à t'effondrer, que tu dors mal, que tu perds ton axe, tu ne sais plus où t'en es, tu ne sais plus quoi penser. Alors là, c'est plus simplement un sujet de compréhension, c'est aussi, ça joue sur ta stabilité. Et la stabilité, tu ne la construis pas seule dans cet état. Et c'est pour ça que j'ai créé le coaching sprint qui est un cadre sur 1 mois. 3 séances, un suivi quotidien, un point d'appui. Pas pour aller mieux vite, pour arrêter de te perdre, pour vivre les choses avec beaucoup plus d'optimisme et de projection. Ce n'est pas neutre, parce qu'une rupture, ça peut abîmer, ça laisse des traces. Et si tu es dans cet état-là, le lien est en dessous. Alors, je ne crois pas au miracle, je ne crois pas aux stratégies de manipulation, je crois à la clarté, je crois au cadre, je crois au soutien, et je crois que certaines ruptures méritent d'être traversées avec soutien, et quand bien même tu veux reconquérir quelqu'un. Et si tu sens que tu es encore capable d'avancer seul, continue à avancer. Si tu sens que tu tournes, ne reste pas seul par orgueil. Le sprint, lui, c'est pas simplement un appel, c'est vraiment un cadre sur 1 mois. Si tu es dans la douleur aiguë, si tu n'arrives plus à dormir, si tu appelles tout le temps, si ton travail est impacté, si les pensées sont incessantes, là, il faut chercher la stabilité. Et la stabilité mérite un vrai cadre et un vrai soutien. Donc pareil, la décision, le lien est en dessous. Tu choisis ce qui est juste pour toi. Tu ne contrôles pas qui part, tu contrôles comment toi tu te relèves. Tu peux rester dans la douleur ou tu peux décider de te remettre debout. Par contre, tu ne peux pas contrôler l'autre. Tu peux contrôler ce que toi, tu fais en ce moment. Tu peux continuer à subir ou tu peux décider de te remettre en mouvement, mais dans la bonne direction et dans la douceur. Et c'est maintenant que ça se joue.